Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue. On va tranquillement démarrer en attendant les personnes qui se connectent au fur et à mesure. On vous a remis le visuel du radar en attendant, si ça vous permet de vous replonger dedans. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y connecter avant, mais ce n'était pas une obligation, évidemment. Donc, on va attendre quelques minutes. Donc, on rappelle peut-être, on commence tous à être familiers des bonnes règles de la visio et des outils. Donc, de bien penser à couper votre micro, sauf si vous vous exprimez. Et voilà, de ne pas hésiter à utiliser le chat de la visio. Moi, je suis bien entourée par Colline et Isabelle qui sont en soutien d'un point de vue logistique et pour répondre éventuellement à vos questions ou vous aider s'il y a un besoin. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je disais que on entre en matière tout doucement, on va attendre quelques minutes, laisser le temps à tout le monde d'entrer, de se connecter, de se poser éventuellement en pleine pause déj ou avec un café. D'ailleurs, je réalise que je m'en suis même pas pris un de mon côté. Je le prendrai après. Non, t'embête pas. Bonjour Stéphanie, Julie, Florie. Je vois quelques écrans. Ça continue à arriver. Donc, je rappelais à ceux qui étaient déjà là que, idéalement, pensez à bien couper votre micro, sauf si vous vous exprimez. Il y aura un petit temps de questions à la fin. Donc, si on n'est pas trop nombreux, on vous laissera vous exprimer. Sinon, on les prendra au fur et à mesure dans le chat. C'est probable qu'on fasse ça, vu qu'on commence à être déjà nombreux. Donc, peut-être pour vous dire un petit peu le format de ce webinaire, on a fait le parti pris que ce ne soit pas trop participatif, même si habituellement, on aime plutôt, nous, ces formats-là, vu que c'est au cœur de notre expertise. Mais l'idée, c'est aussi être vraiment en posture d'écoute et d'être un peu tranquille aussi, vu qu'on sait que c'est des créneaux et des horaires où tout le monde est à moitié sur sa pause déj, en train de manger ou autre. Donc, voilà, pas de stress à ce niveau-là. C'est pas un webinaire sur un format atelier, mais plutôt un partage d'expérience. Voilà, il y aura plus un temps de questions-réponses à la fin, mais on ne va pas vous faire jouer avec des post-it sur un tableau blanc, ni vous mettre dans des salles. Voilà, c'est pas l'objet aujourd'hui, même si, comme je le disais, parfois, c'est un peu frustrant, mais c'est le jeu sur un temps aussi court sur la pause déj. J'en profite aussi pour vous partager que le webinaire est enregistré, pas à des fins de communication large sur les réseaux, mais tout simplement pour pouvoir vous le renvoyer et le renvoyer à ceux qui se sont inscrits mais qui n'ont pas pu participer au dernier moment. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez tout simplement éteindre votre caméra. Et de toute façon, je crois qu'on vous voit peu parce que mon écran est partagé. Donc, ce qu'on voit principalement, c'est les slides. Mais voilà, au moins, si jamais il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'apparaître, vous pouvez éteindre votre caméra. Je peux vous proposer un petit temps de démarrage. Je vous proposerai d'allumer votre caméra pendant quelques secondes. Et puis après, vous pourrez tout à fait les éteindre, il n'y a aucun souci. Moi, je vais garder la mienne allumée, évidemment. Donc, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est en train d'accueillir, là, on a 23, c'est ça? 23 personnes, donc ça commence à être pas mal. On va attendre encore une petite minute et puis après, on va démarrer tranquillement. Ça continue à arriver. N'hésitez pas à prendre ce petit temps si vous avez besoin pour aller prendre un verre d'eau ou un café. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés ou toute autre question, à les écrire dans le chat.
comme je disais, dans le fil de discussion. Oui, je vois dans le chat, effectivement, si vous êtes en train de manger ou dans un endroit où c'est pas très pratique, vraiment sentez-vous à l'aise. Comme je le disais, dans le format, on n'est pas sur un format atelier cette fois-ci. Il y en aura peut-être d'autres qui seront proposés, mais là, c'est pas le parti pris aujourd'hui. On est vraiment sur un temps de partage, donc vous pouvez être tranquille là où vous êtes et vous mettre dans les bonnes conditions pour m'écouter. Et puis, il y aura juste un temps d'échange et de questions-réponses à la fin. Bon, il est 13h05, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Et puis, celles et ceux qui prendront le train en route embarqueront au fur et à mesure. Je vais peut-être démarrer tout simplement par me présenter pour vous dire un petit peu qui vous avez en face de vous et d'où je vous parle. Donc, moi, c'est Bénédicte Lièvremont. J'ai aujourd'hui, on va dire, une quinzaine d'expériences dans l'animation de collectif, le pilotage de projets, la coordination. Et au LICA, depuis un peu plus de 4 ans, j'ai eu la casquette au LICA de développement et de structuration de l'organisme de formation, avec le développement de nos formations sur les sujets d'intelligence collective, de facilitation et de gouvernance partagée. Et donc, voilà, j'ai contribué en binôme avec différentes personnes à structurer, développer, commercialiser ces formations, à faire le contenu. Et puis, je suis également donc formatrice et facilitatrice. J'anime ces formations et je facilite des ateliers. J'accompagne également des organisations et des collectifs sur ces sujets-là. Jusqu'à il y a peu de temps encore, j'avais une casquette de gouvernance en interne. Donc, j'accompagnais, je mettais en action, je faisais vivre cette gouvernance partagée au sein du LICA. Parce que comme je vais vous en parler un petit peu pendant ce webinaire, on est une structure qui incarne très, très fort ce qu'elle défend et ce qu'elle fonctionne nous-mêmes en gouvernance partagée. Donc, on a l'occasion de la vivre vraiment au quotidien. Et depuis quelques mois, je suis co-gérante du LICA en binôme avec Raphaël Torres. Et donc, voilà, aujourd'hui, je jongle entre ces deux grosses casquettes, l'animation de formation, la coordination et puis le pilotage de la structure. Donc, voilà pour qui je suis, peut-être juste un petit mot sur ce qui m'anime. Dans ces sujets-là, moi, je suis passionnée, même si je n'ai pas toujours mis les mots dessus, sur ces questions de coopération, de faire ensemble, et de comment on arrive à créer dans le monde du travail des relations professionnelles saines, équilibrées, et des espaces de travail dans lesquels il fait bon vivre, dans lesquels on arrive à créer ensemble, à construire, et je trouve que c'est un chemin infini. Donc, c'est absolument passionnant. Et donc, c'est vraiment ça qui me fait vibrer au quotidien, et je suis ravie de vous en parler pendant ce webinaire. Donc, je me suis déjà présentée. Le LICA, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre raison d'être, c'est vraiment d'essayer de contribuer à notre mesure, à donner de l'élan et de l'énergie aux individus, aux organisations qui ont vraiment l'envie de se réinventer, de faire autrement. Et ce qui est important pour nous, c'est de le faire dans un cadre de confiance. On en reparlera, parce que c'est l'un des points que je vais vous présenter, pour que ce ne soit pas que des mots, un cadre de confiance coopératif. On est convaincus que pour pouvoir se transformer et transformer notre environnement, notre organisation et donc notre société, on a besoin d'être dans un cadre de confiance, dans un cadre de sécurité, de se sentir en sécurité pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir partager et faire ensemble. Et pour atteindre un petit peu cet objectif, on considère en tout cas que la coopération, l'intelligence collective et la gouvernance est un incontournable. C'est même l'objectif finalement et c'est indispensable pour répondre à tous les enjeux systémiques qui nous font face. C'est l'enjeu number one et du coup, on est convaincu que c'est par ces méthodes, ces outils et se réapprendre à faire ensemble qu'on pourra se donner un maximum de chances pour y répondre. Et on a également un sujet autour de l'intelligence artificielle qui est une autre grande thématique qui impacte énormément cette transformation. Et donc, nous, le parti pris, c'est de ne pas l'ignorer et de plutôt se poser les bonnes questions autour de cet outil qui est aujourd'hui un peu partout, tout le temps. Même si on ne veut pas le regarder, il vient à nous. Et du coup, l'envie de se dire, voilà, on y fait face, on le regarde et puis on se dit comment on peut l'utiliser autrement, comment on peut le re-questionner. Et donc, c'est ce qu'on fait dans nos formations, nos accompagnements à l'éthique de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas un petit sujet, mais qui n'est pas le sujet du jour. C'est important quand même de vous dire un mot là-dessus.
Et donc, on a une troisième activité qui est d'embarquer, d'accompagner des personnes et des organisations qui souhaitent mettre la transition écologique et sociale au cœur de leur fonctionnement. Et sur cette dernière partie, on le fait main dans la main avec la SIC Tier Lab des transitions, qui est le lieu dans lequel nous sommes, que beaucoup d'entre vous, que j'ai vu dans le webinaire, connaissent bien. Donc, qui est un lieu d'accueil, de travail, de convivialité, de rencontre et d'expérimentation. Et donc, c'est ici que nous sommes installés depuis la création du LICA. Le LICA a aujourd'hui 8 ans. Et donc, c'est dans ce lieu que nous évoluons et développons aussi nos activités. Donc, voilà en quelques mots, vraiment, pour la présentation du LICA. Et puis, de toute façon, je vais essayer d'exemplifier un petit peu ce que je vais vous partager en termes de matière avec l'exemple concret du LICA, parce que ce que je n'ai pas dit dans la présentation, mais qui est cœur, c'est qu'évidemment, nous sommes nous-mêmes organisés en gouvernance partagée. On a du coup une organisation assez atypique et c'est ça que je vais essayer de vous présenter un petit peu. Bon, évidemment, parler de gouvernance partagée et de management en 45 minutes, même pas, on va dire 20-30 minutes, c'est un vrai défi. Donc, c'est vraiment pour vous donner à voir quelques éléments. Et puis, après, on se rend dispo, évidemment, si vous souhaitez en savoir plus. Voilà un petit peu pour la présentation du LICA. Le radar, maintenant, ce qui est un petit peu le déclencheur. Alors j'y retourne. Pourquoi il est là? Ah oui, c'est tout à fait nos inspirations. Mais je vais quand même d'abord vous présenter le radar. Donc, pourquoi on a monté ce radar? En fait, c'est quelque chose qu'on a construit au fil du temps, de nos accompagnements, de nos formations. Pourquoi? Quel objectif? C'est un outil qui permet de prendre du recul. D'abord sur son organisation, prendre un temps pour faire une pause, regarder, s'observer, regarder ce qui se passe, où on en est, et donc de faire une sorte d'un peu de diagnostic. Ça permet aussi de confronter les perceptions de l'équipe, de venir chercher la perception de vos collègues, de vos collaborateurs pour regarder ce qui se passe et qu'est-ce qui en ressort. Et évidemment, d'en identifier derrière des axes de travail et ce sur quoi il y a du chemin, il y a des choses à construire, à faire, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, sur toutes ces thématiques-là, c'est des chemins qui sont un peu infinis et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que l'organisation se renouvelle et donc il y a toujours besoin de re-questionner un petit peu ces choses-là. Concrètement, comment il peut s'utiliser? C'était assez détaillé dans la fiche, mais je vais vous en dire quelques mots et puis après, je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Premier type d'utilisation, tout simplement, c'est déjà de le faire soi-même, si on est en posture de management, de direction, et même quand on est dans son équipe, pour se poser la question et prendre un petit temps de recul et essayer de se faire une auto-analyse de où on en est en tant qu'équipe sur ces différentes briques. Moi, là où j'aime particulièrement l'utiliser, c'est en équipe et en collectif. Dans les accompagnements, ce que je propose aux groupes que j'accompagne, c'est du coup chacun fait cette évaluation individuellement, évidemment après avoir présenté ce qu'on met derrière, parce que c'est pas toujours très explicite et très clair quand on a juste ces quelques mots-clés. Donc, chacune va remplir, s'auto-évaluer sur ces différentes branches, puis on va le représenter visuellement. L'ensemble de l'équipe va pouvoir venir afficher et donc ça nous fait ressortir de manière très très claire les endroits où on a une vision commune, où on est plutôt bon, on est plutôt moins bon, les endroits où pour le coup il y a des divergences de perception au sein de l'équipe, ce qui est souvent le cas et c'est normal parce que selon où on est dans l'organisation, on n'a pas la même vision des choses et puis on ne met pas toujours exactement la même chose derrière les différentes thématiques. Donc, c'est un exercice qui est absolument passionnant parce que souvent, ça fait émerger des choses très, très fortes, et pour les équipes et pour les managers, de prise de conscience, à la fois pour soi-même, mais à la fois de voir les perceptions, d'ouvrir les perceptions de l'équipe sur son fonctionnement, pour ensuite, après, identifier des axes de travail, de co-construction, d'évolution en équipe. Et j'attire le point d'attention là-dessus, évidemment, comme toujours, quand on ouvre les sujets et quand on fait ce genre d'exercice de diagnostic, il est important derrière de s'en saisir, surtout quand on le fait avec son équipe. À la limite, quand on le fait seul, ça n'engage que soi, mais quand on embarque son équipe dans ce genre de démarche de diagnostic, il est essentiel derrière de se mettre en action et d'enclencher les choses pour que ça ne reste pas juste un temps de diagnostic, mais que ça soit suivi d'action. Et là-dessus, c'est là où on peut intervenir aussi pour vous accompagner sur les briques. Il y en a certaines qui sont plus ou moins faciles à mener en autonomie, et puis ça dépend vraiment des contextes. Mais c'est toujours précieux d'avoir un accompagnement externe. Nous-mêmes, au LICA, très régulièrement, on se fait accompagner parce que même si c'est notre sujet d'expertise, c'est toujours bon d'avoir une personne qui
qui arrivent avec un regard neuf et qui permettent à toutes les parties prenantes d'être vraiment justement participantes et parties prenantes de la démarche. Donc voilà pour le radar. Je reviens un petit peu en arrière pour vous partager un petit peu ce qu'on met, nous, derrière, parce que ce radar, le but, c'est vraiment de regarder ce que nous, on appelle la gouvernance. Tous ces éléments, en fait, sont les éléments que nous, on met dans la gouvernance. La gouvernance, on ne l'aborde pas d'un point de vue statutaire, d'un point de vue légal, on l'aborde d'un point de vue opérationnel. Donc, concrètement, comment au quotidien, quelles sont les règles du jeu collectif que l'on co-construit, que l'on fait vivre et que l'on fait évoluer au fil de l'eau. Et l'ensemble de ces rubriques balaye quand même pas mal d'éléments inclus dans cette question de la gouvernance partagée. Ce que ça veut dire pour nous, cette question de la gouvernance, en fait, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs inspirations dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'holacratie, la sociocratie, les entreprises libérées, la gouvernance partagée, les entreprises opales avec le bouquin de Frédéric Laloux. Je vous ai mis à la fin quelques partages de lecture pépites que nous adorons. L'idée de ces différents modèles, c'est pas de se dire on va dérouler une méthodo by the book, étape 1, étape 2. Il n'y a pas de guide méthodologique pour se réinventer nos gouvernances et nos modalités de management, mais plutôt d'avoir des inspirations pour après construire son propre modèle. Mais le commun dans tous ces modèles-là, c'est qu'il y a un même objectif, c'est l'idée de la distribution du pouvoir et des responsabilités parmi ceux et celles qui réalisent le travail. Ça part vraiment d'un postulat sur la confiance, sur l'autonomie et sur l'envie de distribuer un petit peu ses responsabilités. Donc, c'est vraiment ça le cœur. Et tous les outils donc, qui sont dans ce radar, enfin toutes les briques, sont des éléments qui vont venir aider à cette distribution d'autorité par à la fois des rôles et des processus. Je vais y venir. Donc, voilà en gros l'introduction de pourquoi ce radar, dans quel cadre il peut s'utiliser et qu'est-ce qui signifie pour nous. C'est vraiment comme ça pourrait être vécu comme une boussole aussi, de se dire régulièrement, on se refait un point et on se dit où on en est. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on est au top sur l'une des branches que ça vaut pas le coup de le refaire 1 an, 2 ans plus tard. Évidemment, on va pas le refaire tous les 2 mois, mais de se faire des points d'étape, c'est un bon repère. J'ai oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas si au fur et à mesure, il y a des questions qui vous viennent, soit vous les notez pour vous, soit les noter dans le chat. J'ai ma collègue Colline qui est incognito derrière son écran, mais qui est en soutien pour garder le fil de vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais essayer de plutôt les traiter à la fin, mais n'hésitez pas s'il y a quelque chose pour pas que vous perdiez vos idées. Donc, je vais rentrer un peu plus dans certaines de ces branches. J'en ai choisi quelques-unes. Ça a été dur de choisir, mais on ne peut pas toutes les détailler. Donc, j'annonce que forcément, ça va être un peu frustrant, parce que je vais vous donner quelques éléments. Je vais essayer d'être synthétique. Mais évidemment qu'on ne peut pas tout parcourir. Ce n'est pas l'idée, mais plutôt de vous donner à voir quelques éléments. Et puis après, s'il y a l'envie d'approfondir, on se tiendra évidemment à votre dispo. Donc, je vais commencer évidemment par le commencement. Le chapeau, l'essentiel, à savoir la raison d'être. La raison d'être, la vision commune, pareil, là-dessus, il y a plein de jargons, il y a plein d'approches, vision, mission, raison d'être, etc. Nous, ce qui nous tient à cœur vraiment, c'est à minima d'être raccord sur pourquoi, le pourquoi. C'est vraiment l'essentiel, le pourquoi on est là, pourquoi notre organisation existe. Pourquoi c'est important d'aller chercher ça et de s'assurer qu'on est au clair là-dessus. Évidemment, clarifier son intention. C'est un mot qui revient beaucoup pour ceux qui ont suivi nos formations et j'ai vu qu'il y en avait certains et certaines dans le groupe là. C'est un mot qui revient beaucoup chez nous parce que c'est essentiel. Si on n'est pas au clair sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait, en général, on risque de dériver un peu. Donc, clarifier son intention. Ça doit nous permettre de faire des choix, une raison d'être. Parfois, on a un peu le jeu de notre réalité aujourd'hui, de nos modèles économiques, où pour capter des subventions, pour capter des marchés, on est obligé d'élargir très très large ce qu'on fait. La raison d'être peut être une vraie boussole, un vrai phare pour dire non, ça, c'est pas notre raison d'être. Donc, on fait des choix stratégiques en fonction de ça, quand c'est possible, évidemment. Ça doit permettre aussi de prioriser ses actions. La priorisation, c'est un élément clé dans l'organisation du travail et pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'épuisement aussi. Donc, la raison d'être peut aider à prioriser ce qui est l'essentiel, ce qui est important pour le projet, pour le collectif, pour l'organisation. Et donc, ça évite aussi, c'est ce que je disais à l'instant sur les choix stratégiques, le risque d'éparpillement et de partir dans tous les sens.
Et évidemment, c'est aussi essentiel pour pouvoir transmettre et embarquer dans des organisations. Les équipes se renouvellent, c'est normal. Et donc, quand on embarque des nouvelles personnes dans une équipe, c'est essentiel. Nous, pour vous partager au LICA, on a eu beaucoup de nouvelles recrues l'année dernière. Et c'était un moment où ça faisait un moment qu'on n'avait pas retravaillé sur notre raison d'être. Et il y avait un peu de confusion autour de ce sujet. Et là, on a retravaillé ça avant, et on vient de la boucler en début septembre avec la nouvelle équipe. Et c'est vrai que c'était très, très chouette parce que ça répondait à un besoin aussi de « OK, on est là pourquoi, formulons-le, même si ce n'est pas la formulation parfaite. Au moins, on sait pourquoi on est là et c'est clair pour tout le monde et on le porte ensemble. » C'est assez en plus enthousiasmant. J'en viens à un deuxième point qui est hyper important. C'est là où il faut s'accrocher un peu parce que parfois, la question des rôles, c'est pas toujours évident parce que c'est vraiment un changement de lunettes. Je vais essayer de vous donner un aperçu voilà, encore une fois, en quelques minutes. Ce sera forcément insatisfaisant, mais on pourra en rediscuter. Il y a vraiment cette dimension, une fois qu'on a travaillé à la raison d'être, au pourquoi de notre organisation, c'est OK, de quelle mission, de quelles compétences, de quel rôle on a besoin pour faire vivre cette raison d'être, pour qu'elle soit opérationnelle. Donc, les rôles sont vraiment orientés, liés à la raison d'être. C'est aussi pour ça que je le fais dans cet ordre-là. La logique des rôles, c'est vraiment un changement de paradigme sur cette question un petit peu des RH, même si ça peut tout à fait être combinable. C'est ce qu'on est en train de muscler nous aussi en interne. C'est un petit peu de passer de la logique de l'organigramme et de la fiche de poste. Je caricature un petit peu, mais on est sur un temps court, donc forcément, je ne peux pas aller dans le détail, à une logique de l'organisme vivant et des rôles évolutifs et vivants. Donc, en général, une fiche de poste, c'est plutôt figé, plutôt dormant. C'est construite à un instant T pour un recrutement, mais c'est rarement revisité. C'est construit par une tierce personne, pas par la personne qui anime cette fiche de poste et qui la porte. Et c'est souvent incomplet ou précis. On est recruté pour quelque chose et puis 6 mois, un an et demi plus tard, il y a plein d'autres missions qui ont bougé et ça n'apparaît plus finalement dans cette fiche de poste. Les rôles, on change de vision, on est vraiment dans une logique dynamique où l'organisation est vraiment considérée comme un organisme vivant avec sa raison d'être et donc qui évolue en fonction de son environnement. Et donc, on passe plutôt à des fiches rôles qui sont co-construites avec les personnes qui occupent ces rôles. Et l'élément clé, c'est qu'on clarifie ce qui est attendu de chacun des rôles. Donc ça, c'est vraiment une petite subtilité, mais qui est essentielle. L'une des plus grosses causes de tension et de souffrance en entreprise, c'est les attendus implicites, qui ne sont pas explicités, qui ne sont pas dits, qui ne sont pas écrits quelque part, et donc qui créent tout un tas d'incompréhensions et de quiproquos sur les rôles des uns et des autres, et de ce qui peut être attendu ou pas des uns et des autres. La logique des rôles, c'est aussi que c'est revisité régulièrement avec des processus dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, je vous ai donné un exemple de comment ça s'incarne, la fiche rôle. Un rôle, c'est un nom court et clair avec sa propre raison d'être. La même logique que l'organisation a sa raison d'être, le rôle a sa propre raison d'être. C'est qu'est-ce qu'il cherche à atteindre, pourquoi il existe. Si un rôle n'a pas de raison d'être, a priori, mieux vaut le supprimer. C'est des redevabilités, qu'est-ce qui est attendu de ce rôle, et c'est un périmètre d'autorité pour bien clarifier justement, quand on parlait de cette question de la distribution du pouvoir et des responsabilités, c'est l'outil cœur pour le faire, les rôles, parce que ça permet de clarifier sur quoi je peux décider, sur quoi je peux être vraiment moteur, avoir mon périmètre d'autorité. Ça ne veut pas forcément dire que je décide seule, mais je sais que c'est moi qui ai autorité sur ce sujet-là. Et au moins, c'est explicité, c'est clair et c'est dit. C'est ça la grosse valeur ajoutée des rôles. Je vous donne un exemple, typiquement, le rôle entretien pro. On a un rôle qui s'appelle entretien pro, très concret, au LICA. Son rôle, sa raison d'être, c'est de s'assurer qu'il y ait des entretiens qui soient organisés et qui soient utiles à la fois pour la personne et pour le LICA, qui est à la fois du feedback dans les deux sens. Les attendus de ce rôle, c'est de s'assurer que les entretiens pro soient bien réalisés, qu'il y a un process, qu'il y ait une trame qui soit pertinente, etc. Mais ce n'est pas forcément cette personne-là qui va faire tous les entretiens pro. Donc, voilà un petit peu pour vous donner un exemple très concret de ce que ça peut être un rôle au LICA. Encore une fois, très frustrant, parce que je pourrais en parler rien que de ça pendant 1 heure, je pense, mais sinon, je risque de vous perdre. Donc, je poursuis. On a parlé du sens, de la raison d'être, on a parlé des rôles qui commencent à mettre les choses un petit peu en mouvement et en action. Je vous donne un autre exemple qui parle souvent beaucoup des réunions, qui est souvent un petit peu la phase émergée de l'iceberg, comment on arrive à avoir des temps collectifs qui sont utiles, efficaces et structurés. J'ai fait le choix de vous le présenter un petit peu en même temps que l'une des autres branches qui est l'expression des tensions et la régulation des tensions,
puisque nos formats de réunion sont essentiellement orientés vers le pilotage dynamique par tension, qui est ce qu'on appelle comme ça dans la gouvernance partagée, dans les approches notamment de l'holacratie, pour ceux qui sont intéressés derrière d'aller creuser. Le pilotage dynamique par tension, c'est un grand mot pour dire que on change un petit peu de logiciel et on part plutôt des tensions ressenties par les individus. Donc, les tensions, ce ne sont pas des conflits dans ce langage-là. Les tensions sont des choses positives, sont des capteurs, des choses que l'on capte, qui nous empêchent d'avancer dans nos rôles, qui nous freinent, qui nous limitent. Et donc, c'est des indicateurs qu'il y a un truc qui ne fonctionne plus dans la structuration, dans l'organisation et qu'il y a besoin de l'exprimer pour pouvoir avancer. Donc, c'est très, très dynamique comme mode de fonctionnement. Et donc, dans ce pilotage par tension, on distingue 3 types de tensions, on va dire 4, mais la 4e est traitée par ailleurs. Des tensions opérationnelles qui sont les principales, celles qui sont liées au quotidien, à nos projets, à la mise en œuvre de nos activités. Je vais faire un zoom là-dessus parce que c'est les plus courantes. Les tensions qu'on appelle de gouvernance qui sont liées au rôle. Comme je disais juste avant, les rôles sont amenés à évoluer. Donc, on a des réunions spécifiques pendant lesquelles on traite uniquement de cette question des rôles. Est-ce que les rôles doivent bouger? Est-ce qu'il faut les ajuster? Donc, celles-là, on ne les a pas toutes les semaines, je vous rassure, sinon, ça serait vraiment compliqué, mais ça peut être tous les 2 mois, tous les trimestres. Et les tensions de stratégie, comme leur nom l'indique, ça, je crois que c'est assez clair, qui sont abordées plutôt dans des séminaires sur justement le cap, la vision et notre capacité à prioriser, à faire des choix. J'ai mis un peu de côté les tensions interpersonnelles parce que celles-ci ne sont pas gérées évidemment dans des réunions collectives, mais plutôt avec un rôle dans l'organisation et des processus dédiés à accueillir ces tensions interpersonnelles, peut-être avant qu'elles deviennent des conflits, d'avoir des processus et des rôles qui permettent de les adresser. Mais ça, je ne le détaille pas aujourd'hui, puisque, comme je disais, on a un temps assez réduit, donc j'ai dû faire des choix sur ce que je vous partage. Je fais un petit zoom, du coup, dans ce pilotage dynamique par tension sur les réunions de triage, qui sont celles, du coup, qu'on fait le plus souvent dans ces modèles-là, et pour vous montrer un format de réunion qui peut être assez efficace, dynamique. L'objectif de ces réunions, nous, au LICA, on les a quasiment tous les mardis, non, un mardi sur 2, les triages opérationnels. Et c'est vraiment, je vais vous partager juste après vraiment le déroulé, concrètement, comment ça se passe, pour que ce soit un peu plus concret, parce que là, cette slide peut paraître un peu théorique ou peut-être loin pour ceux qui découvrent ces sujets-là. La réunion de triage, c'est vraiment un espace de mise en mouvement, ce qui n'est pas toujours la première chose qu'on pense quand on pense à une réunion, pour à la fois se partager de l'info, évidemment, toujours essentiel, et se relier les uns aux autres, pour s'entraider quand il y a un blocage, justement, ce qu'on appelle une tension, donc quelque chose qui nous bloque, et pour se mettre en action surtout, avec les bonnes personnes, les bons rôles qui sont autour de la table. Donc, c'est d'où le nom de triage, parce que c'est vraiment un endroit où on ne va pas discuter des sujets pendant la réunion, mais on va plutôt les trier, un peu comme l'entrée des urgences, même si c'est un peu malheureux comme parallèle, mais cette question de on trie les sujets avec qui j'ai besoin d'en parler, et du coup, ça donne quelque chose d'assez dynamique et efficient. Très concrètement, ça ressemble à ça. Je fais une petite pause pour boire. Donc, très concrètement, une réunion type de triage, ça dure à peu près 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. Donc, on démarre, comme toujours, pour nous, avec une petite inclusion. Ce qu'on appelle une inclusion, c'est un tour de piste sur comment on arrive dans cette réunion. On prend la température. Ensuite, on a un temps de partage des actus, parce que c'est le moment de se transférer de l'info, de s'en donner. Et ça, le risque souvent dans beaucoup de structures, ce qu'on voit dans les structures qu'on accompagne, c'est que le temps de partage d'infos, en fait, prend quasiment tout le temps de la réunion. Et du coup, il n'y a plus le temps de discuter des sujets, ou les sujets se traitent pendant le partage d'actu. Il y a du coup un espèce de mélange des genres qui fait que quand on finit la réunion, on ne sait plus trop de quoi on a parlé et ce sur quoi on a avancé. Donc là, on essaie de se tenir vraiment à cette rigueur on partage les actus essentiels et pas je partage tout ce que j'ai fait dans la semaine ou ma to-do list des 2 prochaines semaines. Vraiment, les actus dont les autres ont besoin pour pouvoir travailler. Ensuite, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. On liste nos tensions, les fameuses tensions, qui sont finalement nos sujets, nos problématiques, les sujets qu'on veut aborder. Et donc là, d'abord, dans un premier temps, on va lister toutes les tensions en un seul mot. Donc voilà, on liste toutes les tensions, on fait un tour de piste, on les note, sans les expliquer dans un premier temps. Donc c'est assez rapide, ça dure 5 minutes en général. Et là, ensuite, on rentre dans la phase de traitement des tensions. Donc là, on va adresser les sujets. Donc parfois, on a le temps de toutes les traiter, parfois non. Donc on adresse en priorité, c'est chacun qui est responsable de dire, OK, laquelle de mes tensions
je souhaite traiter en priorité, si j'en ai 3 ou 4, c'est moi qui choisis en conscience, en responsabilité, laquelle est la plus urgente et la plus importante à traiter aujourd'hui, au cas où on n'ait pas le temps de refaire un tour. Et donc, ensuite, il y a un petit processus très cadré aussi qui permet de venir creuser de quoi tu as besoin pour lever ta tension. Est-ce que tu as besoin de partager de l'info? Est-ce que tu as besoin de solliciter l'avis de tes collègues? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin plutôt qu'on cale une prochaine action? Donc, c'est très opérationnel. Éventuellement, si ça peut se lever rapidement, on échange avec les personnes concernées, mais vraiment, on se laisse un temps réduit pour pas que ça se transforme en une réunion dans la réunion où il y a 3 personnes concernées et le reste des personnes de la réunion qui vont faire autre chose ou qui se demandent ce qu'ils font là. Donc ça, c'est vraiment le cœur aussi de cette méthode, c'est vraiment de ne pas rentrer trop dans le sujet, mais plutôt d'identifier c'est quoi le prochain pas pour pouvoir lever ma tension. Ça peut être de programmer notre réunion, ça peut être juste de donner de l'info et puis après, on passe à autre chose parce que c'est tout ce dont j'avais besoin. Mais l'avantage de le faire en réunion, c'est que probablement que d'autres avaient la même problématique et ça va leur servir. Donc, c'est très utile. On note les prochaines actions, on vérifie que ça traite bien la tension et que le sujet est levé pour la personne qui a amené sa tension et on tourne. Donc, on peut passer entre 2 minutes, quand c'est très rapide, à aller grand max 5-10 minutes sur une tension. Donc, ça peut aller assez vite et c'est assez dynamisant. Et ensuite, on finit la réunion par un petit tour de clôture. Donc, très concrètement, c'est vrai que ça permet de mettre en dynamique. Et le petit mot qui a, entre guillemets, notre formateur en holacratie qui nous l'avait dit, ça m'est vraiment resté. Une réunion, ça sert à booster l'énergie de chacun. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a tous des traumas de réunions longues et interminables où on en ressort avec le cerveau complètement embrouillé et on ne sait même plus de quoi on a parlé. Donc, vraiment, de garder ce mojo en se disant une réunion, ça sert à booster l'énergie et on voit comment on en ressort. C'est un bon indicateur pour voir si le triage a été réussi ou pas. Voilà sur les réunions. Dernière brique de la boussole, du radar, pardon. Je vais trop vite. Du radar que je voulais vous présenter pour vous donner à voir un échantillon un peu représentatif. C'est la boussole de la coopération. Donc là, on est plutôt sur ce qui est de l'ordre des règles du jeu explicitées, de la charte relationnelle, de comment on travaille ensemble, comment on a un cadre commun, un référentiel commun sur la façon de travailler ensemble. Et ça, c'est hyper important. Donc, je ne vais pas tous vous les lire. Hein. Je vous laisse les lire tranquillement. Et puis, de toute façon, vous les aurez parce qu'on va vous partager le support de ce webinaire. Et donc, vraiment, ces éléments-là sont pour nous, on les a co-construits, on les a discutés ensemble, on est venu les affiner collectivement. C'est vraiment un référentiel commun, c'est des compétences à développer pour pouvoir coopérer. Et c'est quelque chose qu'on vient travailler et au recrutement. Quand on recrute quelqu'un, on vient chercher ces compétences-là. Au moment de l'intégration, régulièrement, on fait le point dessus lors des entretiens pro. Donc, la personne s'auto-évalue sur ses différentes compétences et ça crée un support à la discussion, au feedback, etc. Et ça peut aussi être utile en cas de tension interpersonnelle, en cas de difficulté à collaborer dans un binôme ou dans une équipe. Comme repère, ça, c'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. Là, il y a une sortie de route. Là, on coince. Là, on bloque. Comment on fait? Comment on en sort? Ça nous permet d'avoir vraiment un référentiel commun. C'est hyper utile. Donc, voilà pour la boussole de la coopération au LICA. Donc, je crois que j'ai présenté ce que je voulais vous présenter en termes de briques. Maintenant, la formation qu'on est en train de retravailler et que je vais vous présenter juste après, on a décidé de l'appeler Management et Intelligence Collective. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que de toute façon, les postures de management, de pilotage, de direction ont un rôle clé dans ces transformations de gouvernance, de pilotage, de façon de fonctionner. Et c'est parfois un peu intimidant de se dire tout ce qui repose sur mes épaules en tant que manager, en tant que directrice, en tant que gérante. Et donc, on a choisi de mettre un petit peu plus l'emphase dans notre formation là-dessus, sur comment accompagner ces personnes qui sont en posture de coordination à clarifier bien aussi leur rôle, leur raison d'être et où est-ce qu'ils veulent agir et de quelle manière. Et donc, le management dans tout ça, moi, j'aime beaucoup cette approche qui résonne aussi avec notre approche de l'intelligence collective. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler, le tête, cœur, corps, qui vient nourrir 3 dimensions, vraiment 3 sources de motivation vraiment très, très fortes chez les individus. La tête, avec cette question de donner du sens. Donc là, on est vraiment dans le nouveau rôle, la nouvelle posture du manager, que parfois on appelle manager facilitateur. Bon, on est fan ou pas de ce terme, mais en tout cas, c'est très parlant de ce qui veut être dit derrière. Donc, l'un des premiers rôles, c'est cette question du sens.
la tête, donner du sens à ce que je disais en introduction, à la raison d'être de la structure et la raison d'être des rôles, le pourquoi, se connecter à ça, ça fait partie des rôles du manager ou de la coordination. Deuxième élément, la question de la mise en mouvement du corps. C'est le rôle du manager de faciliter la mise en action et la coopération, de créer vraiment ce réseau interdépendant. Oui, on veut des équipes qui sont autonomes, mais on reste une entreprise qui va dans le même, ou une organisation qui va dans la même direction. Et donc, il y a besoin de cette interdépendance et il y a besoin de la nourrir, ces liens et cette mise en action. Et ça, c'est vraiment le comment. Et cette question des liens, du coup, c'est plutôt le cœur, donc la tête, le cœur, le corps, avec la question du cadre de sécurité, ce que je disais en introduction dans la raison d'être du VICA, et on y tient vraiment, parce que c'est essentiel et ça manque énormément dans nos organisations, de créer vraiment un cadre sécurisant. Quand on se sent en sécurité, on peut mieux collaborer, on peut mieux coopérer et interagir. Donc, l'enjeu du manager, c'est d'être garant aussi un petit peu de ça et de faciliter des relations professionnelles saines et respectueuses, que ce soit en interne, dans l'équipe, mais aussi à l'externe, avec nos partenaires, avec nos clients. Et c'est vrai que ça prend une place vraiment au cœur, nous, au LICA, dans notre façon de travailler. Donc, il y a vraiment ces 3 dimensions qui sont clés. Et du coup, si je regarde aussi... si je reviens, maintenant que je vous ai présenté ça, au radar, finalement, les 8 branches du radar, 8, oui, il me semble bien qu'il y en a 8, finalement balayent l'ensemble de ces dimensions sur la tête, le cœur et le corps, pour venir trouver un équilibre entre ces différentes dimensions qui sont essentielles et qui viennent nourrir, c'est un peu ça l'objectif, hein, un alignement et des organisations dans lesquelles on peut se sentir bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sa place pour les tensions au sens conflit. Les conflits, les difficultés, évidemment, ça c'est inhérent à tout collectif humain. Mais c'est la question de comment on crée un cadre autour et des outils et des rôles qui permettent d'accompagner ça, d'en être garant. Et donc, c'est vraiment sur ça que la formation, nouvelle version, parce qu'avant, elle s'appelait piloter une équipe en intelligence collective, c'est vraiment sur ce rôle clé du manager dans cette transformation, dans cette mise en dynamique qu'on vient creuser dans ces différentes dimensions. Donc, j'en ai fini pour la présentation du radar, sachant qu'évidemment, je ne vous ai pas tout présenté, que c'est frustrant, à la fois pour moi et j'imagine pour vous, mais bon, voilà, c'est le jeu du temps court de la pause déj. Et en même temps, heureusement, parce que si je devais parler comme ça toute seule pendant 2 heures, ce serait vraiment très, très long, et pour moi et pour vous. Mais du coup, je voulais quand même vous présenter nos différentes formations, pour ceux qui les découvrent, et même pour les anciens, parce que j'ai vu des anciens formés dans le groupe, elles ont un peu évolué. Donc, on a une initiation à l'intelligence collective de 2 jours. La prochaine a lieu en décembre, qui vient donner les bases quand on n'a pas le temps de suivre des cycles plus longs sur la posture de facilitation et les outils d'IC. On a le cycle long facilité l'intelligence collective qui vient en profondeur donner des outils, de la méthode et surtout travailler la posture de facilitation pour ceux qui veulent en faire vraiment une cartouche professionnelle sérieuse. Et donc, ce fameux cycle-là dont je vous présente aujourd'hui vraiment quelques éléments qu'on a appelé management et intelligence collective, qui lui va faire 4 jours, 2 fois 2 jours, et dont la prochaine session démarre en octobre. Il y a également la facilitation graphique qui est aussi bien décrit dans notre site, qui est un outil cœur aussi par le visuel. Mais du coup, je vais faire un petit zoom sur la formation management et intelligence collective, même si de toute façon, ça reprend, vous allez voir clairement tout ce qu'il y a dans ce radar, qui est développé finalement pendant les 4 jours de formation. Le gros avantage de la formation, c'est cette question du partage entre pairs. Hein. On a une méthodologie qui est évidemment très ancrée sur la participation, le collectif, l'échange, avec des formats très, très différents, des temps d'introspection, des temps d'échange en binôme, des temps en petits groupes et des temps plus collectifs, qui permet de venir à la fois prendre du recul sur sa posture, à la fois découvrir aussi les enjeux des autres participants et s'en nourrir, et puis surtout avoir des outils très concrets. Hein. Moi, ce que j'ai vraiment à cœur dans nos formations et ce qui me semble essentiel, c'est que les personnes qui ressortent de nos formations aient des choses très concrètes à appliquer et que ce ne soit pas quelque chose un peu hors sol, un peu loin, qui nous fait rêver, qui a l'air génial, mais où on se dit jamais je vais y arriver dans mon organisation, ça ne marchera pas. Non, ça marche toujours à un petit endroit, un petit bout, une partie, il y a toujours des petits pas enclenchés. Et vraiment, l'enjeu qu'on se fixe dans nos formations, c'est ça, c'est de se dire comment on donne des clés pour qu'on puisse au moins enclencher des petites choses
ou des grosses, hein, selon la maturité de l'organisation. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Je ne vais pas revenir dans tout le contenu. De toute façon, il y a tout sur notre site internet. Et je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Si je ne me trompe pas, c'est le moment maintenant d'ouvrir un petit peu à vos questions. Je vous ai mis en ressources là les livres. Ok, il y a eu 3 questions. Des livres un petit peu ressources, qui sont nos pépites, vraiment, notamment le jaune là au milieu que j'ai relu récemment et qui est vraiment très, très chouette. N'hésitez pas à noter les références et puis on vous les enverra. Je vais arrêter de partager mon écran. Je crois qu'il y a quelques questions qui ont déjà été posées. Excuse-moi, Colline, je n'ai pas l'Excel ouvert. Elles sont dans le chat. Hein. OK. Alors, un outil qui peut être utilisé dans le cadre de la gestion de situations conflictuelles. La question, c'est est-ce que le radar de l'organisation, enfin, tel que je la comprends, Florence, est-ce que le radar de l'organisation peut être utilisé dans les situations conflictuelles? Est-ce que c'est bien ça, Florence? Oui, c'est ça. OK. J'aurais tendance à dire que comme tout outil et toute intervention, quand il y a une situation conflictuelle, faut bien réfléchir avant de se lancer. Du coup, il y a besoin c'est difficile pour moi là de te répondre en tant que tel. Ça peut être un moyen d'adresser, effectivement, et de faire émerger et d'expliciter cette divergence de vision ou ce conflit, mais ça dépend évidemment de quel type de conflit on parle, si c'est interpersonnel, si c'est un conflit de vision. Voilà, ça peut être très divers, mais en tout cas, ça peut l'être. Ça peut être un moyen, mais avec prudence toujours, parce que quand on y a une situation de tension ou de conflit, c'est quand même peut-être mieux avant de bien se poser la question, peut-être accompagné par quelqu'un de est-ce que c'est le bon outil en fonction du type de conflit dont on parle. OK, merci. Et du coup, raison de plus pour ne pas le faire seul s'il y a une situation conflictuelle. Mais ça, c'est vrai pareil pour tout. Hein. Nous, les premiers, quand on sait qu'on va aborder un sujet où il y a des divergences de vision, où c'est un sujet touchy, en général, on ne le fait pas tout seul, même si c'est notre métier, on se fait accompagner parce que ça peut être ça peut être plus sécurisant. Justement, on parlait de cadre sécurisant. Lise, bonjour. J'accompagne plusieurs structures de l'ESS dont les équipes sont constituées de 2-3 personnes salariées plus un CA. Avez-vous des expériences avec cette taille d'organisation? L'outil révèle-t-il les dynamiques de la même façon? Oui, on a pas mal d'exemples de ce type d'organisation, vu qu'on travaille beaucoup avec des petites structures de l'ESS, des assos qui ont ce genre de format-là. Oui, la réponse est oui. Ça peut, dans tous les cas, c'est intéressant, même à 2. Même avec un binôme, ça peut être intéressant. Et ce qui est surtout intéressant quand il y a une dynamique salariée, une dynamique CA, conseil d'administration, c'est aussi de voir les divergences. Ça pourrait peut-être presque valoir le coup d'en faire 2, un avec le CA, un avec l'équipe, et de comparer pour voir les différences de perception qui sont souvent assez différentes. Donc oui, ça peut tout à fait être un outil utilisé, même pour des petites équipes, toutes petites équipes. Il y avait une 3e question. Quelle organisation est en oblique horizontale? Je trouve que le terme de manager peut être excluant. Tout à fait. Est-ce qu'il a été choisi en fonction d'un public cible pour la formation? Oui, c'est une bonne question et c'est quelque chose par lequel on a pas mal discuté de ça en interne. Donc, sur la première question, sur notre modalité d'organisation, est-ce que c'est horizontal? Oui, en partie, mais pas que. C'est vrai que je n'ai pas insisté là-dessus, mais dans notre vision de la gouvernance partagée et du management, on va dire participatif, mais je reviendrai sur l'utilisation du mot management, c'est de trouver ce juste équilibre entre horizontalité et verticalité. C'est vraiment important pour nous. Il y a besoin d'espace de verticalité. Ça se joue dans les rôles, ce que je racontais tout à l'heure, sur les périmètres d'autorité. Ce sur quoi j'ai autorité parce qu'on me fait confiance, parce que c'est dans mes compétences, c'est dans mon rôle, c'est explicite. Et à la fois, il y a de l'horizontalité, puisqu'il y a de la co-construction, il y a du dialogue, il y a de la décision collective. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir un juste équilibre entre les deux, de notre point de vue en tout cas. Mais encore une fois, chaque organisation met le curseur là où elle veut. Il n'y a pas de gouvernance idéale ou parfaite, mais en tout cas, nous, ce qu'on propose et ce qu'on défend, d'expérience aussi, pour avoir vécu des organisations qui ont tenté, voire fantasmer le tout horizontal, c'est que très souvent, ça amène aussi beaucoup de souffrance et de frustration à plein d'endroits et ça peut être aussi démobilisateur.
Donc, voilà, il y a des angles morts dans les deux systèmes. L'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre les deux. Et sur la question du mot management, effectivement, c'était un vrai parti pris. Jusqu'ici, on n'utilisait pas. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, cette question du management, elle revenait tout le temps dans les formations, quelles que soient les structures, que ce soit des associations, des structures de l'ESS, des coopératives, des plus grosses entreprises. Un peu comme un angle mort, oui, mais du coup, quid du management? Et parfois, et nous, on a pu le vivre aussi au LICA, c'est quelque chose qu'on est en train de retravailler, de se dire non, il n'y a pas de management. Mais si, en fait, le propos, c'est pas de dire qu'on va revenir sur un management à l'ancienne et un petit peu caricatural, mais plutôt de se dire ces fonctions de management, à savoir de pilotage, d'accompagnement des équipes, de facilitation aussi finalement et de création d'un cadre sécurisant pour une équipe pour qu'elle puisse se saisir de cette autonomie, de cette responsabilité, parce que ça ne se décrète pas, ça. C'est vraiment essentiel. Donc, c'était aussi un souhait de notre part, au contraire, de se dire, c'est pas un mot tabou, allons-y. Le management, de toute façon, il est un peu partout, mais effectivement, la question des mots est importante et nous, on a un enjeu aussi à ne pas s'occuper de certaines structures qui sont un peu loin de ces modalités de fonctionnement et qui pour autant, auraient envie de les appliquer. Donc, ça permet aussi de parler à un public un peu plus large. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. On verra bien si c'est le cas ou pas. J'espère que je réponds à vos questions. C'est assez bizarre de vous répondre sans avoir de réaction. Mais je vais prendre une dernière question et puis après, oui, super, ok, merci Elsa. Et du coup, il y avait une dernière question d'Elsa aussi. Quand vous vous faites accompagner, par qui le faites-vous? Alors, on a eu plusieurs personnes différentes qui nous ont accompagnés. Notamment la personne qui a écrit ce bouquin, dont je parlais tout à l'heure, là, Management à bout de souffle, Christine Donati, qui est une consultante coach d'équipe. Mais on en a eu d'autres. On a des collègues de notre réseau facilitatrice à qui on fait confiance et qui ont pu nous accompagner. Donc, voilà. Je ne vais pas vous donner la liste de toutes les coordonnées des personnes, mais je dirais qu'on a eu 3 ou 4 personnes différentes qui gravitent autour de nous et qu'on mobilise selon les besoins et selon les typologies de séminaires. Et après, il y a plein de fois où on s'auto-facilite, évidemment, vu qu'on a aussi cette compétence en interne, quand il n'y a pas trop d'enjeux. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser directement aussi en vous exprimant. Hein. Oui, vas-y Renaud. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Super. Moi, je m'entends en double, c'est un peu pénible. Alors, normalement, vous devez m'entendre. Je suis le double. Je vais me poser une question, comme je me pose toujours plein de questions, sur tout ce que tu viens de nous raconter, et que je connais un tout petit peu, puisque tu nous l'as déjà présenté. Je me disais, est-ce que c'est possible de commencer petit? Je te prends un exemple. Tu nous présentes la réunion de triage que je trouve plutôt chouette. Là, tu vois le truc, tu te dis bah ok, ça pourrait être un petit pas, enfin, un petit moyen pas, selon. Est-ce que ça nécessite que, au fond, tout le radar auparavant, la raison d'être soit clarifié, les rôles et tout ça, avant de pouvoir mettre en place des petits pas comme ça? Voilà, c'est un peu ça. Ou alors, est-ce qu'au fond, tu peux piocher des petits trucs un peu malins, un peu sympas pour construire au fur et à mesure un truc un peu plus, Ouais, c'est une plus bonne global? question. Oui, en tout cas, il y a toujours moyen de piocher des choses et des petites choses. L'enjeu toujours, mais ça c'est ce qu'on dit aussi avec les outils d'intelligence collective, quand on est dans un contexte dans lequel ce jargon, hein, parce que c'est aussi un jargon, n'est pas connu, n'est pas approprié, c'est peut-être de le faire sans forcément utiliser les mots. Le triage, les tensions, c'est des mots qui peuvent soit faire peur, soit ne pas être compréhensibles. Mais donc d'amener la logique qu'il y a derrière, par petits pas, oui, c'est tout à fait possible. Donc ça, il ne faut pas hésiter à s'en saisir, mais peut-être avec ce point de vigilance, si c'est le cas, d'être dans un environnement où il peut y avoir une culture d'organisation qui n'est pas familière de tout ça, de ne pas forcément utiliser les mêmes mots, mais une tension, ça peut être un sujet. Et ce qui est important dans la logique, c'est cette question de, on ne traite pas de tous les sujets en réunion, mais plutôt on les trie, on identifie de qui on a besoin, etc. Avec la nuance quand même que le triage, plus les rôles, c'est vraiment le gros morceau, hein, plus les rôles sont clairs, définis et explicités, plus les autres outils vont être efficients et vont être pertinents. Ce n'est pas un indispensable, mais évidemment,
plus les rôles sont explicités, parce qu'en général, quand on tire le fil de tout un tas de tensions, que ce soit les réunions, les relations, les décisions, quand on tire derrière, c'est une question de rôles qui sont soit flous, soit qui se chevauchent, soit qu'il y a des trous dans la raquette qui n'ont pas été identifiés. C'est vrai que l'approche par rôle permet de venir travailler ça. Donc, je nuance quand même ma réponse, mais oui, il y a plein d'endroits sur lesquels il y a plein de petites choses à mettre en place sans faire les choses dans l'ordre by the book. Et il y a plein d'organisations dans lesquelles la raison d'être est déjà très claire et partagée. Hein. Ce n'est pas forcément un besoin de venir le revisiter, mais ça peut valoir le coup de vérifier si c'est clair, si c'est partagé, si ça fait sens pour tout le monde. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou une réaction? N'hésitez pas. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous donner un petit peu les prochaines étapes. Moi, ce que je vous propose quand même, justement, pour faire le lien avec la question de Renaud, pour ceux qui ont envie de jouer le jeu, de vous noter pour vous, et puis pour partager, donner de l'élan à tout le monde dans le chat. Pour vous, ce serait quoi le premier petit pas, là, à la suite de ce webinaire, avec tout ce que vous avez entendu, que vous auriez envie de faire, soit pour vous, soit dans votre organisation. Voilà, c'est très ouvert, mais n'hésitez pas à partager. Du coup, dans le chat, ce serait quoi la première petite brique que vous pourriez mettre en pratique ou tout simplement activer comme action. Ok, partagez l'autodiagnostic avec l'équipe d'encadrement. Charlotte, faire une analyse radar dans notre équipe. Partir en vacances, Colline, selon son petit smiley. Faire remplir le radar au CA, de l'asso et aux salariés, comparer. J'aimerais explorer la réunion de triage, la réflexion de la fiche rôle sur mon propre rôle au sein d'un collectif. Effectivement, les rôles, même si vous ne sentez pas de le faire tout de suite dans votre organisation, déjà le faire pour vous, c'est un bon exercice. C'est souvent des choses où il y a des belles prises de conscience en formation là-dessus. Discuter avec les collègues sur les ressentis sur les rôles, tester le radar en réunion d'équipe, proposer ce radar à des associations qui en ont besoin, merci. Remettre en question mes pratiques. Bon, super. Merci pour tous vos partages. Fiche rôle avec les collègues de l'équipe technique. Du coup, la prochaine étape, si jamais du coup vous êtes intéressé pour qu'on en parle un peu plus en détail, parce que c'est court, hein, 1 heure pour parler de tout ça. On a mis le lien vers, c'est dans la presse. Ouais, je vais repartager mon écran. Du coup, on vous a mis dans la présentation le lien vers nos agendas. Si jamais vous avez envie de prendre un petit rendez-vous avec soit moi, soit Valentine, qui est ma collègue qui anime cette formation management et intelligence collective et qui fait aussi des accompagnements, qui a une très belle expérience elle aussi sur ces sujets-là. Et donc n'hésitez pas, voilà, il y a des petits créneaux, il y a juste à cliquer pour prendre rendez-vous sur nos agendas, sinon de faire un petit mail tout simplement à formation@lica-europe.org. La bonne vieille méthode, ça marche aussi. Et puis, on peut se prendre un temps d'échange. Je vous repartage les dates des prochaines formations. Donc, elles sont sur cette slide-là. Et notamment, management et intelligence collective. Je crois que facilité lycée, il y a déjà presque plus de place. Il y a encore quelques places, mais elle est déjà bien remplie. Et donc, sur management et intelligence collective, n'hésitez pas à faire passer le mot, à transmettre. Ça peut être l'occasion d'aller approfondir justement tout ce qu'on a à peine touché du doigt aujourd'hui. Et si envie d'aller plus loin et qu'on puisse vous accompagner dans la mise en œuvre de tout ça, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas de m'avoir écouté pendant si longtemps. J'espère que ça a été et que c'était pas trop long. Et puis n'hésitez pas du coup à revenir vers moi ou vers nous. Et merci pour tous vos partages, là, des petits pas. C'est très satisfaisant et énergisant de voir tout ça qui se met en œuvre. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour ceux que je vais recroiser.